Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste et professeur de finance. Voilà. Je fais une vidéo qui s'intitule La Côte d'Ivoire creuse l'écart sur le Cameroun ou avec le Cameroun sur le plan du dynamisme économique. Voilà. La Côte d'Ivoire creuse l'écart sur le Cameroun sur le plan du dynamisme économique. C'est une vidéo dont le titre m'est suggéré par un article de Jeune Afrique, le mensuel, l'hebdomadaire Jeune Afrique, qui a fait un article que j'ai lu d'ailleurs, mais je ne vais pas commenter plus que ça, sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bon. Je rappelle les chiffres, moi, qui m'ont intéressé. Le taux de croissance en moyenne en Côte d'Ivoire est de 6,5 depuis 2012. Le PIB de la Côte d'Ivoire aux statistiques 2023, parce que 2024 n'est pas encore sorti, est à 79 milliards, 78,8, c'est 79 milliards de dollars. Donc, pour une population de 31 millions d'habitants. Voilà. En revanche, le Cameroun, lui, il a une croissance qui est à 4%, depuis 2012 en moyenne. Et il a un PIB de 49 milliards, donc on va dire 50 milliards. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est devant le Cameroun de 30 milliards de dollars, pratiquement. Non. Et avec une population de 28 millions d'habitants. Bon, je suis camerounais. Je dois rappeler aux gens de Jeune Afrique qu'il n'y a pas 48 millions d'habitants. Il y a 40 millions d'habitants qui vivent au Cameroun et il y a 10 millions qui vivent dans la diaspora. Ça fait 50 millions d'habitants. Le gouvernement camerounais a ses raisons pour lesquelles il arrange les chiffres. Donc l'article demande pourquoi la Côte d'Ivoire distance-t-elle nettement le Cameroun dans le dernier classement des entreprises les plus dynamiques. Voilà, donc c'est une question qu'on doit se poser. Je rappelle ici d'ailleurs que ce n'est pas pour soulever une polémique. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes entre Ivoiriens et Camerounais, des groupes de clash. D'ailleurs, je me retrouve souvent à l'intérieur, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas qui m'a introduit là-dedans. C'est au détour d'une partage de publication que je me retrouve là-dedans. Donc, la Côte d'Ivoire donc est nettement devant le Cameroun en termes de performance économique. Ça ne peut pas se discuter. Donc, on peut le voir. Quand vous regardez encore l'autre jour, je regardais les statistiques. C'est pas compliqué, hein. Vous regardez la bourse, les valeurs mobilières d'Abidjan. Donc, je suis financier, j'étudie, mon travail, c'est de manipuler les financial statements, les compliance à longueur de journée, de manipuler les data, de les retourner, calculer plein de choses et tout, étudier, regarder les expenditures, c'est notre travail. Bon, donc c'est presque comme Mamie Makala fait les beignets haricots, donc ou bien que la dame qui fait la tchéké avec le poisson là, à Abidjan fait. Donc c'est un jeu d'enfant. Et donc la dernière fois, je crois, je me suis retourné sur la bourse d'Abidjan. Donc, quand vous regardez sur la bourse d'Abidjan et que vous regardez les emprunts obligataires sur la bourse d'Abidjan, donc des États, des entreprises et de l'UMOA, les trois là, quand vous regardez également le nombre d'entreprises privées cotées à la bourse d'Abidjan, hein, Bank of America, Bank of Africa, pardon, autant pour moi. Vous regardez les Sonatel, bon Sonatel ça c'est ivoirien, mais si vous regardez les entreprises ivoiriennes, que ce soit les Bank of America, que ce soit les Standard Chartered Côte d'Ivoire, que ce soit les Air Liquide, que ce soit les Filtisac, que ce soit les sucrivoires, que ce soit, etc., etc., etc. Beaucoup d'entreprises, à capitaux ivoiriens, hein, là je parle à capitaux ivoiriens, hein, donc à capitaux ivoiriens, que ce soit les NSIA, NSIA, hein, assurance, etc., etc. Sur la bourse d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'entreprises cotées à la bourse. Au Cameroun, évidemment, vous n'avez que la régionale. Je ne veux pas faire de commentaires. Je n'ai aucun problème avec monsieur Martin, le PCA de la régionale, donc je ne veux pas dire des choses désagréables. J'admire d'ailleurs son courage. Martin Ombang, voilà.
J'admire d'ailleurs son courage, hein, il est coté à la bourse, etc. Vous arrivez à la conclusion qu'il n'y a pas de bourse. Ce qu'on appelle en Afrique centrale bourse là, pour l'instant, ce n'est pas une bourse. Voilà, ce n'est pas une bourse. Je ne veux pas faire plus de commentaires. Mais vous arrivez à la conclusion, en Côte d'Ivoire non plus, si on veut regarder au sens, par exemple, de ce qui se fait à Londres, c'est-à-dire que sur le Euronext, le FTSE, le S&P 500, le Nasdaq, il n'y a pas vraiment de bourse à Abidjan. Mais vous voyez une amorce, comment les gens travaillent à commencer à construire une bourse. D'ailleurs, le conseil que moi je donnerais aux dirigeants qui sont en Côte d'Ivoire, c'est de mettre beaucoup de moyens pour accentuer la transparence, les data. C'est que par exemple, moi j'ai eu, hein, je faisais ça comme ça ici, donc pour faire un peu d'equity research, j'ai vu rapidement jeter l'éponge parce qu'après avoir regardé 20 entreprises, il n'y avait que deux qui avaient, trois je crois, qui avaient leur financial statement. Donc on pouvait voir un compte de résultat, un bilan et un statement de cash flow. Donc je crois que c'était Air Liquide, Sonatel et puis Orange Côte d'Ivoire. Donc il y a encore du travail là à faire pour la transparence parce que vous ne pouvez pas conseiller à des investisseurs ici de placer l'argent dans des entreprises comme ça où il n'y a pas assez d'informations, etc. Donc il y a encore du travail à faire. Mais, donc ça vous donne une idée. Les capitaux sont en Côte d'Ivoire parce que la bourse d'Abidjan est plus dynamique que par exemple au Cameroun. Les raisons pour lesquelles la bourse du Cameroun est moribonde sont connues. Je ne vais pas revenir là-dedans, sinon je vais passer des heures ici à bavarder. Les raisons sont connues, voilà, les raisons sont connues. Vous avez des gens qui pensent que quand on dit bourse là, c'est comme on dit société d'État, et donc, ou c'est comme on dit une administration comme la douane ou les impôts, c'est comme ça qu'ils voient ça. Donc on les nomme là-bas et ils reproduisent les mêmes choses. Oh, une bourse, ça ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, il n'y a pas de bourse. Hein. Donc ça c'est important, il n'y a pas de bourse. Ça c'est la première chose. Qui permet de creuser l'écart parce que quand vous n'avez pas accès aux capitaux pour financer des grosses opérations, hein, des grandes entreprises, les Ivoiriens financent la CIE, vous voyez les bons, les émissions obligataires, vous voyez les émissions d'actions sur les marchés financiers, la CIE, vous voyez les émissions, les Ivoiriens financent la téléphonie mobile, le raffinage de pétrole. Les Ivoiriens financent la fabrication des sacs, donc les filtres sacs là, c'est les sacs en jute, les sacs en plastique, etc. Parce qu'ils font beaucoup de noix de cajou, de cacao, etc. etc. Ils n'importent pas les sacs d'ailleurs. Ils ont beaucoup d'opérations comme ça là, qui travaillent et ils vont à la bourse, ils essaient d'élever le standard de la gouvernance des entreprises privées, ce qui leur permet de rentrer sur les marchés financiers et d'élever l'argent. Vous prenez par exemple le Cameroun, vous n'avez aucune entreprise qui est d'assurance, compagnie d'assurance qui est cotée à la bourse. Je veux pas dire des choses très méchantes sur les compagnies d'assurance parce que sinon là vraiment ça risque de rendre les gens malades. Mais quand vous voyez en Côte d'Ivoire, ils se sont battus quand même pour créer un champion national qui est la NSIA, qui est cotée à la bourse. La NSIA est capable d'acheter n'importe quelle compagnie d'assurance au Cameroun. Il suffit qu'elle procède à une émission obligataire sur la bourse d'Abidjan ou qu'elle procède à des émissions de titres sur la bourse d'Abidjan et elle va racheter un concurrent au Cameroun pour grossir la taille de son bilan. Donc ça, ce sont des choses au plan technique qui se répercutent parce que l'accès au capital en Côte d'Ivoire est nettement en avance sur le Cameroun. Et cet accès au capital étant nettement en avance sur le Cameroun fait que la Côte d'Ivoire se retrouve très loin derrière, se retrouve très loin devant le Cameroun. Deuxième chose, il y a eu la qualité de la dépense publique. La qualité de la dépense publique. Je pense bien que la qualité de la dépense publique. Le président Alassane Ouattara, je le dis d'autant plus que je l'ai déjà dit, je vois vous savez, les gens écrivent beaucoup de choses sur notre page Facebook. Je lis tout ça. Parfois, je ne réponds pas. J'ai répondu la dernière fois à une personnalité d'Afrique de l'Ouest parce que je l'ai reconnu. Il me demandait pourquoi je ne critique pas le président Ouattara par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit qu'à mon âge, là, vous voyez, j'ai déjà un peu les cheveux blancs. Hein, donc, ça commence à venir, même si ce n'est pas du fait de la vieillesse, c'est plutôt du fait du stress du travail. Je lui ai dit qu'à mon âge, là, on ne va pas passer toute une vie à régler les querelles d'enfants. Hein. Nous, on est les enfants qui avons... C'est-à-dire que quand nos parents nous ont envoyés étudier en France, quand on a posé nos valises, une année après, je crois, le président Félix Houphouët-Boigny décédait et les problèmes commençaient en Côte d'Ivoire. Alors nous, on s'est impliqués
parce qu'on avait beaucoup de camarades ivoiriens. On s'est d'ailleurs impliqué plus que nos camarades ivoiriens. On a fait beaucoup de choses pour essayer de soutenir. À l'époque, c'était le président Ouattara qui était victime d'une injustice. Et je lui ai dit que je ne peux pas parler de président Ouattara comme on parle de quelqu'un dans la rue. Je le connais depuis 1994, cher frère. Il n'y avait pas l'AES en 1994. Je connaissais le président Ouattara. Je ne sais pas en 1994 où étaient, par exemple, les dirigeants de l'AES. Donc, ce n'est pas la peine pour moi de me jeter dans une escalade. Ce que nous devons faire, c'est de travailler de manière à ce qu'il y ait qu'on recolle les morceaux entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Et je ne doute pas un seul instant que ça se fera. Je sais aussi qu'il y a des gros intérêts étrangers qui ne veulent pas que ça se fasse, pour les raisons que je ne vais pas dire ici. Mais je sais qu'à l'avenir, le prochain président qui s'assiera sur le tabouret en Côte d'Ivoire, après le président Ouattara, va travailler à reconfigurer les relations entre l'AES et les pays de... pour reconfigurer les relations entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous, quand on rencontre le président Ouattara, si on lui dit, papa, si tu peux faire comme Mandela, ce serait une bonne chose. On lui a donné tout son respect. Si tu peux faire comme Mandela, ce sera une bonne chose. Parce que l'histoire ne retiendra pas une éventuelle vengeance sur tes adversaires politiques. En revanche, l'histoire retiendra ce que tu auras fait, le bilan que tu auras laissé. Tu es un bâtisseur, tu es un bâtisseur. L'histoire retiendra si tu as fait des routes, des autoroutes, des ponts, des échangeurs, des zones industrielles, des centrales électriques, des barrages, etc., etc. Ça laissera ta marque, ça laissera ton empreinte. Et c'est un bilan que nous, tes enfants, même après toi, nous pourrons continuer à défendre. Voilà. Donc nous sommes venus te voir pour te dire que voilà, faire entrer les gens qui sont en exil. Libère ceux qui sont en prison, utilise ton pouvoir discrétionnaire et apaise et focus sur la construction. Et on peut le voir, même s'il y a des critiques, sur le niveau de l'endettement, le moins la différence quand on compare la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on s'aperçoit qu'en Côte d'Ivoire, sur le plan des infrastructures, le président Ouattara a fait de gros efforts. L'autoroute du Nord, quand vous voyez l'autoroute du Nord, la dorsale autoroute du Nord, ça fait qu'aujourd'hui, on continue à faire des calculs. Donc, je ne veux pas trop exposer les gens à Abidjan, mais on travaille avec les gens à Abidjan, on discute avec eux. Moi, je pense qu'on a fait des calculs en se basant sur les métriques des États-Unis. Vous voyez bien que aujourd'hui, s'il y a une zone industrielle dans le nord, ça veut dire Boaké, Korogo, etc., 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 Ferké, Bondoukou, etc., etc., etc. Si vous avez une zone industrielle là, à cause de l'autoroute du Nord, la différence en termes de coût de production sera seulement de 10%. De 10%. Ça veut dire qu'un article que vous produisez à 100 francs, si vous décidez de ne pas le produire à Abidjan, vous allez le produire au nord, vous allez le produire à 110 francs. À 110 francs. Et ça, je dis dans l'hypothèse où vous maintenez tous les coûts de facteurs identiques. Par exemple, si vous maintenez le salaire identique, si vous payez quelqu'un à 500 000 à Abidjan et vous le payez à 500 000 à Ferké, vous le payez à 500 000 à Bondoukou, vous le payez à 500 000 à Boaké, vous le payez à 500 000 à Korogo, vous aurez un écart de 10%. Mais par exemple, si vous décidez de baisser le salaire dans le nord, vous dites, bon voilà, le coût de la vie n'est pas si cher qu'il est à Abidjan, et vous décidez de passer de 500 000 à 400 000 par exemple, qui représente une baisse de 20%, vous voyez très bien que vous arrivez à produire dans le nord de la Côte d'Ivoire au même tarif que dans le sud de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est le supply chain, le transport et la logistique. Le rail qui relie le nord de la Côte d'Ivoire, le sud de la Côte d'Ivoire au nord de la Côte d'Ivoire, et le relie également au port d'Abidjan. Je ne sais pas si c'est le cas aussi au port de San Pedro, mais au port d'Abidjan, en tout cas, c'est le cas. Et l'autoroute du Nord, donc, ça permet d'avoir une circulation qui est fluide, un truc qui est moins cher. Et le président Ouattara a fait la voie de contournement d'Abidjan. Et avec la voie de contournement d'Abidjan, ça veut dire que si les camions arrivent, partent du nord de la Côte d'Ivoire aux alentours de 16 heures, roulent, ils ont la possibilité d'arriver après 6 heures de route à Abidjan, par exemple, s'ils sont partis à 18 heures, ils ont la possibilité d'arriver à Abidjan, par exemple, à 3 heures du matin, et donc et contourner, utiliser la voie de contournement avec les échangeurs d'Abidjan
pour rejoindre le port d'Abidjan, par exemple, ça avait des conteneurs de marchandises et faire l'embarquement aux alentours de 6 heures du matin. Quand vous voyez ça et que vous comparez par exemple à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, ce n'est pas le cas. Douala n'a pas une voie de contournement. L'embouteillage est monstre. L'embouteillage est monstre. Ils n'ont même pas pu prévoir le fait de mettre, comme à Abidjan, des bateaux mouches. Et je l'avais toujours dit, à l'époque, il y avait un tonnerre qui était là. Je l'avais dit, il aurait pu mettre un bateau mouche à Bonamoussadi en construisant un quai qui permettait qu'à partir du rond-point Bonamoussadi, là, au niveau de Mbagna, on transporte les gens sur des bateaux mouches pour les amener à Bonanjo, c'est-à-dire qu'on les descend au niveau d'ancienne direction des douanes, on les descend au niveau de rond-point d'Edo, on les descend au niveau de Bonaberi, Mabanda, etc., pour que les gens puissent se disperser le matin, ce qui permettait de réduire l'utilisation de la route, les routes qui sont étroites comme ça. Par exemple. Deuxièmement, quand la Côte d'Ivoire, par exemple, le président Ouattara a réussi à relier le sud, dans la partie d'Abidjan, jusque toutes les villes du Nord avec l'autoroute du Nord, au Cameroun, vous n'avez toujours pas une infrastructure qui permet de partir des ports de Douala ou de Kribi et de remonter pour desservir Ngaoundéré, Garoua, Maroua, etc. et les États qui sont au nord du Cameroun, le Niger, le Tchad, le Soudan, la Centrafrique. Donc vous n'avez pas ces infrastructures-là. Donc quand vous n'avez pas ces infrastructures, la Côte d'Ivoire devient un pays de transit, le Cameroun n'est pas un pays de transit. Les Ivoiriens ont fait la Côte d'Ivoire a fait de gros efforts pour la construction des barrages. On dit que l'économie, c'est la consommation de l'énergie. La Côte d'Ivoire a conçu les barrages de Soubré, etc., et d'autres barrages. Jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun n'a toujours pas fini un barrage. Par contre, on vous dit non, le barrage a commencé, etc. Quand vous vous renseignez vraiment, on dit non, ce n'est pas vrai, c'est une fausse information, c'était une fausse alerte. Il n'y a rien de terminé là. Tout l'argent était englouti. On nous faisait beaucoup de bruit à l'époque. Oh non, vous la diaspora, vous n'aimez pas le Cameroun. Mais Vélé, mais Keng, machin, tout ça, blabla. Il n'y a rien de tout ça, Lompanga. Rien de tout ça n'est terminé. On n'a même pas réhabilité ce qui fonctionnait, comme Lac d'eau, comme Songloulou, tout ça. On s'est lancé dans la construction de nouveaux, et les nouveaux là ne fonctionnent même pas. Les réserves d'eau, comme Bamindjin, chez nous, à Bouddha, c'est rempli de sable. On n'a jamais désensablé ça. On voit au Burkina Faso comment on désensable les barrages tous les jours. On lance les chantiers de désensablement des barrages pour faire de l'irrigation et en même temps pour produire de l'électricité. Nous n'avons pas ça. Ensuite, il faut le dire, le Cameroun s'est payé 2 crises. Bon, on peut dire Boko Haram, c'était une crise, on a été attaqué. Et on sait aujourd'hui un peu plus sur cette affaire de Boko Haram. Bon. On peut dire dans l'est du Cameroun, on a subi le désordre qui était en Centrafrique. Donc les gens arrivaient avec des armes, ils entraient sur notre territoire et ils jouaient au shérif. Ça a mis le désordre dans l'est du pays, ajouté cela, un grand pillage des ressources naturelles. Bon, on peut dire ça. Mais on s'est payé la crise anglophone, alors qu'on n'en avait pas besoin. La crise anglophone a déstabilisé l'économie de notre pays. Il faut dire que la zone anglophone, le sud-ouest et le nord-ouest, c'est là qu'on produit 60% de la nourriture qu'on consomme. Ça, il faut le dire. Les ignames, les pistaches, etc., etc. Toutes ces nourritures-là, le manioc, le gari, foufou, tout ça, c'était produit dans les zones anglophones. Et avec la crise, ça a carrément paralysé l'économie de ces zones anglophones-là. L'exploitation de l'eau, beaucoup d'autres choses. Ça a paralysé l'économie de ces zones anglophones-là. Beaucoup d'entrepreneurs ont perdu la vie, des enquêtes n'ont jamais été ouvertes. Je pense ici à Henri. Henri qui était un grand opérateur économique à Bamenda, que tout le monde connaît, qui est décédé. Paix à son âme, Henri. Paix à ton âme, cher frère. Paix à ton âme. Repose en paix. Donc, ça a déstabilisé complètement ces deux régions, qui étaient les régions qui contribuaient fortement au produit intérieur du Cameroun. Alors que dans le même temps, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a très bien compris que, comme ses enfants lui avaient dit ici à Washington, papa, ne joue pas avec l'émotion et ne laisse pas les gens t'embarquer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, il a joué la carte de l'apaisement dès l'énoncé du verdict de la Cour pénale internationale. Le président Laurent Gbagbo, une fois que tout a été conclu, est rentré en Côte d'Ivoire. Il a été reçu avec les honneurs qui sont dus à son rang. Charles Blé Goudé est rentré. Beaucoup d'exilés sont rentrés. Même les Koné Katinan qui parlent aujourd'hui étaient en exil. Donc, ils sont rentrés dans leur pays. Et ce retour-là a contribué à l'apaisement. Ça a contribué à l'apaisement et beaucoup de personnes ont pris la direction d'Abidjan pour y installer leurs entreprises.
beaucoup de personnes ont déménagé des entreprises au Cameroun ou des projets qui partaient au Cameroun dans la diaspora camerounaise, des projets qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas faire plus de commentaires que ça. Donc à partir de ce moment aussi, la Côte d'Ivoire a accueilli beaucoup d'investissements qui étaient destinés à l'Afrique centrale, qui sont allés en Côte d'Ivoire parce que la qualité des infrastructures routières, ferroviaires, les deux ports sur la façade maritime, Abidjan, San Pedro, l'énergie avec la construction des barrages, l'image même du pays avec la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu une communication maximum. Voilà, les gens sont venus de partout, ont découvert le pays, etc., etc. Les investissements qui ont été faits, l'utilisation judicieuse et minutieuse des ressources issues de PPTE, de programme de désendettement et de l'endettement même. Et à partir du moment où, je l'avais dit, quand le président Ouattara a construit les infrastructures qu'il a construites, son défi, ce n'est pas de construire tellement les infrastructures. Son défi maintenant, c'est d'attirer les investissements. C'est d'attirer les investissements. C'est de faire mettre assez de l'or en force même pour privilégier l'état de droit. Et là-dessus, on peut le voir. Et ça, je le disais déjà il y a 10 ans. Vous pouvez imaginer tous les insultes qu'on a reçues sur la toile. Et aujourd'hui, on le voit, la Côte d'Ivoire creuse nettement l'écart avec le Cameroun. Le Cameroun fait un PIB de 50 000 milliards, la Côte d'Ivoire fait un PIB de 80 000 milliards. Le PIB de la Côte d'Ivoire, la différence entre des PIB entre les deux pays, c'est 30 000 milliards. 30 000 milliards, ça représente à peu près 35% du PIB de la Côte d'Ivoire. Donc le PIB du Cameroun représente 35% du PIB. Non, la différence entre les deux, le PIB du Cameroun, c'est 50 000 milliards, 50 000 milliards, 80 000 milliards. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est devant le Cameroun de pratiquement 40%. Le PIB du Cameroun représente 60% du PIB de la Côte d'Ivoire. C'est énorme. C'est très loin. Alors que, je ne veux pas être méchant, quand on regarde les moyens que les Camerounais disposent dans le monde, ici aux États-Unis, l'argent, le patrimoine, les actifs qu'ils ont, en Europe, l'argent, le patrimoine, les enfants, vous avez vu vous-même, l'école des ponts et chaussées de Paris, 21 enfants diplômés dans la section construction des infrastructures énergétiques, donc les centrales nucléaires, les barrages, les centrales solaires, les centrales éoliennes montagneuses, éoliennes souterraines, etc., etc. Sur les 21 enfants qui sont diplômés, 13 sont de l'ouest du Cameroun et 14 sont camerounais. Je n'ai même pas compté Ivoiriens là-dedans. Mais quand vous allez voir ces enfants qui sont diplômés, c'est la Côte d'Ivoire qui va les tendre les bras. Vous allez voir demain la CIE qui est cotée, la compagnie ivoirienne d'électricité, qui est cotée à la bourse d'Abidjan, va les faire venir travailler là-bas. Dit que bon voilà, venez ici, là vous allez construire des barrages, vous allez construire ceci, nous allons vous payer 2, 3 millions, 5 millions par mois. Au Cameroun, quand ils vont revenir, on va encore ressortir sur la table. Oh non, il y a l'équilibre régional, il ne faut pas assez de Bamileke, on a réparti, tel nombre de Bamileke ne peuvent pas être ceci, etc. Les enfants partent ailleurs. Et là, ils partent en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez beaucoup de clashs sur la toile et tout. Vous vous mettez même à échanger avec une Ivoirienne et tout. Je ne veux pas donner le nom d'une influenceuse ivoirienne. Et oui, en fait, je suis Camerounais. Mon père était d'Akono Linga. Il s'est installé en Côte d'Ivoire en telle année. C'est ma mère qui est ivoirienne. Donc, il y a un brassage entre les peuples qui font que les Camerounais se déplacent facilement pour aller en Côte d'Ivoire travailler, faire des affaires, etc., au détriment de leur pays. Et ça doit cesser. Donc, c'était un direct pour dire, voilà, c'est acté. La Côte d'Ivoire est nettement devant le Cameroun, nettement. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, la production de cacao de la Côte d'Ivoire, ben, elle est de très loin devant celle du Cameroun. Vous voyez la production de café de la Côte d'Ivoire, elle est loin devant celle du Cameroun. La production de noix de cajou de la Côte d'Ivoire, elle est loin devant le Cameroun. La production de l'EVA de la Côte d'Ivoire, elle est loin devant le Cameroun. Ce sont les métadates à la Banque mondiale que vous pouvez aller consulter. La production d'ananas de la Côte d'Ivoire, de bananes, elle est loin devant le Cameroun dans l'agriculture, alors que ceux qui connaissent l'histoire savent qu'au Fouet Boigny venait à Yaoundé voir Aïdjo dit, mon cher frère, montre-moi aussi comment toi tu as fait. Aïdjo lui avait même donné Tchindjiang Poemi pour aller être son conseiller économique en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, on a sabordé. Quand on a atteint le point d'achèvement, on nous a montré un type là, Jérôme Vondor. Il marchait dans les champs avec les bottes sur la tête et un gros chapeau là, comme ça, là. Il avait un gros chapeau comme ça.
Il marchait avec un bâton là comme ça. Il disait on va relancer le cacao. Donc lui, il avait donné le choco à Mendoza, donc l'enveloppe à Mendoza. Mendoza lui a mis les équipes, la CIA TV à ses trousses pour se balader dans les champs. Oh, on va relancer le cacao. Aujourd'hui, le type, il a disparu. Mais ce que vous voyez, c'est quand vous allez sur les sites de la Banque mondiale, vous voyez la quantité d'argent qu'on lui a donné. C'était le scam, c'était du fait. Il a fait beaucoup de bruit, après il s'est effacé. L'argent, putain, disparu. Rien n'a été fait. Les Bernard Dionga ont lutté, on les a arrêtés, tapés, jetés dans les cellules de prison. Ils en ont souffert jusqu'à ils en sont morts. Tellement ils ont fait les cellules. L'agriculture n'a pas progressé. Le seul endroit encore où l'agriculture donnait un peu, c'est le nord-ouest, le sud-ouest. On a là-bas, on a foutu le désordre. Quand vous regardez le Niger, vous regardez le Niger, Abdourahmane Tiani, opération 50 000 hectares de terres irriguées. Vous voyez tous les jours, ils ont l'ONAHA, Office national de quoi, je ne sais pas moi quoi, d'irrigation. Ils sont en train tous les jours de creuser, d'arranger, de canaliser, de construire des réserves d'eau, mettre les motopompes, etc., etc. Vous voyez le Burkina, on désensape. Au Cameroun, on ne voyait rien du tout. Et si jamais la Banque mondiale s'hasarde à donner l'argent, vous ne verrez rien. Ça va acheter les grosses voitures, les gens vont importer les carreaux pour construire des maisons avec le marbre et tout. Résultat, la course à Côte d'Ivoire nous passe devant. On passe devant. Mais si les Ivoiriens ne nous regardent pas avec condescendance, c'est parce qu'ils savent au moins que hors de leur pays, les Camerounais font de grandes choses. Hors de leur pays, les Camerounais font de grandes choses, de très grandes choses. Ils font trembler le sol. Quand vous allez dans des pays comme le Canada aujourd'hui, vous voyez le nombre de titres fonciers qui sont entre les mains des Camerounais, même ici aux États-Unis, ça fait peur. Ils savent que c'est parce qu'on a un pays qui n'est pas bien dirigé. Voilà, c'est vraiment déplorable. On formule le vœu que ça change et que dans les années à venir, l'économie reparte. Je n'ai pas de doute que si le leadership au Cameroun est un leadership qui est meilleur que ce que nous avons en ce moment-là, nous avons un leadership, si nous avons un leadership que les gens qui sont patriotes, qui ont envie de voir leur pays évoluer, qui ne sont pas emprisonniers du tribalisme et de la mauvaise gouvernance et de tout le monde, etc. Si nous avons ça, nous allons voir notre pays décoller, nous allons voir notre pays aller de l'avant et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà. Je vous remercie, tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Voilà. Si vous avez des points de vue, laissez-les en commentaire dans le chat là. Nous allons partager cela. Je vais vous répondre. Je réponds toujours, vous le savez, quand c'est pertinent, mais quand c'est des colibets, soit je les efface, soit je retire la personne de la plateforme. Abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez-la sur vos murs, partagez-la sur le mur de vos amis. Abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne, la chaîne du savoir, hein, car ici, le meilleur est à venir. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et surtout, je dis encore, partagez et invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne, car ici, là, le meilleur est à venir. Bye.